Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler le jeu des dragons. Le jeu des dragons est un jeu pratiqué dans les tripots, tavernes et univers de Donjons et Dragons. N'ayez aucune crainte, il n'est absolument pas nécessaire de connaître cet univers d'ailleurs pour bien s'amuser. C'est une sorte de poker médiéval. Les cartes représentent des dragons et disposent ainsi de pouvoirs qui se déclenchent lorsque certaines conditions sont remplies. Il vous faudra composer un vol, c'est-à-dire une constitution de 3 cartes, je disais donc un vol de 3 dragons, et les plus puissants rafleront la mise. Tout un langage existe autour de ce jeu, et nous allons essayer de vous le détailler tout en vous expliquant le jeu. Une partie du jeu des dragons va se dérouler en plusieurs tours. Mais avant toute chose, il va bien falloir appréhender l'univers de ce jeu. C'est-à-dire, vous allez recevoir au départ 50 sous, 4 pièces blanches qui ont une valeur de 10, ainsi que 10 pièces jaunes. Chaque joueur reçoit ainsi ses 50 sous, ainsi que 6 cartes. Alors les 6 cartes seront données face cachée naturellement, je les ai juste retournées pour les montrer. Et lorsque chacun aura reçu ces 6 cartes, chacun devra sélectionner dans sa main une carte à part. Et cette carte à part va permettre de constituer ce que l'on appelle l'enté. L'enté, donc, c'est un groupe de cartes. Il y en a autant qu'il y a de joueurs. Et cette enté est une sorte de réserve dans laquelle, avec le pouvoir de certains dragons, on va pouvoir éventuellement récupérer des cartes. Mais cela va servir également à déterminer celui qui va devenir le leader. Ainsi, dans cette configuration, 2 joueurs ont mis des petites cartes, un 1, un 4, et le 3e joueur a mis un 10. Eh bien, le joueur qui a mis le 10 devient, grâce à cette carte assez forte, ce que l'on va appeler le leader. Le leader est donc celui qui va commencer. C'est à partir de lui que va commencer la partie. Mais le leader détermine également la somme d'argent que l'on va déposer dans le magot. Ainsi, chaque joueur, dans ce magot posé au milieu de la table, et pour lequel nous allons nous battre tout au cours de la manche, eh bien, ce magot représente une somme d'argent déterminée par la carte la plus forte de l'enté. Ensuite, les cartes de l'enté sont mises de côté, face visible, et la partie va commencer. Comment se passe un début de partie à ce jeu? Chacun va essayer de fabriquer en quelque sorte, et ça c'est le langage du jeu, un vol. Un vol, c'est la constitution de 3 cartes, constituées de dragons. Le premier qui commence, admettons que ce sera donc celui qui a mis le 10, qui commence avec un 12. Eh bien, compte tenu qu'il est le premier joueur, il va pouvoir appliquer le pouvoir de la carte. Ensuite, après que le premier joueur ait joué, le second joueur va ainsi pouvoir placer un dragon. Alors l'affaire est complexe. S'il met un dragon inférieur à la carte posée par le premier joueur, il a mis un 12, il va donc pouvoir appliquer le pouvoir de sa carte. En revanche, s'il mettait une carte supérieure à la carte numéro 12, donc la numéro 13, puisque ça va jusqu'à 13, il ne pourrait pas appliquer la carte. Il ne peut donc appliquer la carte que sous réserve de ne mettre qu'une carte soit inférieure, soit égale au niveau du joueur supérieur. Alors, admettons qu'il mette un 10. Le troisième joueur, donc ensuite, mettrait par exemple un 8 et appliquerait aussi son pouvoir. Et là, le premier tour du vol est fini. Dans une partie à 3 joueurs, naturellement. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Et bien, dans une partie à 3 joueurs, donc, comme un 4, comme un 5 ou comme un 6, le jeu peut se jouer à partir de 2 d'ailleurs, je précise, celui qui a le vol le plus important, donc celui dont le vol est constitué par la somme de points la plus importante sur le tour, devient le nouveau leader du tour suivant. Ainsi, en l'occurrence, le joueur qui a mis un 12, puisqu'il n'y a qu'un 10 et un 8, deviendrait, sur cette partie-là, le leader du tour suivant. Et admettons que dans ce deuxième tour, ce leader mettrait un 4. Donc, il va appliquer le pouvoir du 4. Soit ça consiste à piocher des sous dans le magot, sachant donc que la somme du milieu est le magot pour lequel on se bagarre pour essayer de gagner le vol. Mais là, en l'occurrence, le premier joueur met un 4.
Le second, donc, peut être embarrassé parce qu'il n'a pas forcément de carte inférieure. Admettons, pour une raison ou une autre, qu'il mettrait un 6, par exemple. Donc, il ne pourrait pas appliquer le pouvoir de sa carte. Et le troisième devrait obligatoirement mettre une carte égale ou inférieure au 6 s'il veut appliquer le pouvoir de sa carte. Ensuite, eh bien, les choses seraient très simples. Admettons que le troisième joueur aurait mis un 4, il applique son pouvoir, et là, on arrive à la fin du tour du deuxième, numéro 2. Eh bien, le vol le plus important de ce tour-ci, qui est le 6, devient à ce moment-là le nouveau leader, et c'est lui qui va commencer en mettant une nouvelle carte de son jeu pour essayer d'avoir naturellement le vol le plus important à la fin. Bon, la distribution, bien sûr, est très importante, parce que si on a des cartes fortes ou des cartes élevées, donc disais-je, eh bien, il est plus facile de gagner le vol et puis de gagner donc le magot de la manche. Et naturellement, ça c'est aussi une part de chance dans ce jeu, mais il y a quand même pas mal de stratégies qui permettent de récupérer un petit peu d'argent avec certaines cartes dans le magot du milieu, ou de piquer même de l'argent aux autres joueurs, et dans ce cas-là, il est aisé de se maintenir à niveau et d'avoir toujours des sous. Parce que la partie s'arrête au jeu des dragons dès qu'une personne n'a plus de sous. Dès qu'une personne n'a plus de sous, à ce moment-là, on compte l'argent de chacun, et celui qui a le plus d'argent a gagné la partie, et bien sûr, celui qui n'en a plus est le dernier. Il peut arriver qu'il y ait des convenances entre les joueurs, et même des prêts. Tous les arrangements sont possibles dans ce genre de jeu, mais bien sûr, tout est sujet également à un paiement d'intérêt, etc., qui peut des fois être très élevé et ne pas être très rentable. À l'issue d'un vol de 3 cartes, admettons que chaque joueur aurait mis 3 cartes. Eh bien, le total le plus important, là en l'occurrence, le premier joueur avait 24, c'était lui le premier, il ramasserait ce que l'on appelle le magot. Et un nouveau tour commence. Lorsqu'un nouveau tour va commencer, chacun reçoit 2 nouvelles cartes dans son jeu, sous réserve de ne pas en avoir plus de 10 déjà dans sa main. Donc chaque joueur reçoit 2 nouvelles cartes. Les cartes du magot, de l'anté, si elles sont encore présentes et n'ont pas été prises pour des raisons diverses par les joueurs au cours du tour précédent, sont défaussées. Et à ce moment-là, lorsque chacun possède à nouveau sa nouvelle main avec un certain nombre de cartes, il va devoir redéfinir une carte lorsqu'un nouveau tour commence, et après que chacun ait reçu 2 nouvelles cartes dans sa main, on va ressortir encore de sa main une carte au choix qui va déterminer la mise du milieu. La mise du milieu, en fait, c'est l'argent déterminé par la carte la plus forte que l'on a sortie de sa main, qui va d'ailleurs, après cet usage, rejoindre le tas de l'anté. Alors là, en l'occurrence, ça serait 13. On met donc au milieu, pour une mise, ce que l'on appelle la mise. Je me suis peut-être trompé précédemment en expliquant que c'était le magot. En fait, le magot, c'est la somme d'argent que l'on a dans sa réserve personnelle. Chacun a un certain nombre de pièces qui constituent son magot. La somme au milieu est appelée la mise. Donc, après avoir défini, après ce deuxième tour, une nouvelle mise, chacun va commencer. Alors, celui qui, bien sûr, aura mis la carte la plus forte déterminera donc la somme à poser, et c'est également lui qui commencera et qui deviendra ainsi, pour cette deuxième manche, le leader. Ensuite, le jeu va se dérouler de la même façon que précédemment. Chacun devra, avec son jeu, placer une première carte, et si par hasard, comme c'est présenté dans cet exemple, il n'avait qu'une carte. Donc, il doit retourner la première carte de la pioche, payer à la banque, et j'ai bien dit à la banque, la somme d'argent indiquée sur la carte pour reprendre jusqu'à avoir 4 cartes en main. C'est-à-dire, en l'occurrence, s'il en a une, il va reprendre 3 cartes supplémentaires de façon à avoir un choix possible de jeu de cartes et pas se retrouver juste avec une carte. Chaque tour va se combiner de cette façon-là, et après ce lancement de deuxième manche, le leader va donc placer une carte, le deuxième va en placer une aussi. Si cette carte, toujours pareil, est d'un niveau inférieur à la précédente, eh bien il va appliquer le pouvoir. Si elle est égale, également, mais si
elle est d'un niveau supérieur. Ça lui offrira peut-être la possibilité de se retrouver le leader du deuxième tour, mais ne pourra pas par contre appliquer le pouvoir de la carte. Et à l'issue des 3 tours, on calculera le vol le plus important, et le vol, donc la constitution des 3 cartes, et celui qui aura le vol le plus important remportera la mise. Certaines cartes donnent également la victoire à des joueurs qui peuvent avoir la somme de cartes la moins importante. Ce sont des particularités liées au pouvoir des dragons. Le jeu se déroule en un certain nombre de manches, et donc, comme je le disais, ces manches vont se terminer subitement dès qu'un joueur n'a plus d'argent. Dès qu'un joueur n'a plus d'argent, le tour s'arrête immédiatement. Il peut aussi arriver qu'à l'issue de la pose de 3 cartes, dans un vol, il y ait une égalité entre 2 joueurs. Et bien, dès lors, si cette égalité est bien constatée, eh bien, on va opérer un 4e tour, et au cours du 4e tour, on mettra donc une 4e carte dans son vol, et on fera ainsi le calcul du total. Et si une égalité venait à subsister également après 4 tours, on enclencherait également une 5e carte, voire une 6e carte, etc. Le jeu se déroule donc, vous l'avez compris, en plusieurs manches. Il est assez simple. Il y a un langage, par contre, qui est un langage propre à ce jeu, donc avec, comme je le disais, d'un côté l'argent qui vous appartient, le magot, ensuite l'argent du milieu, la mise, ensuite au bout les cartes constituées qui ont défini la somme d'argent que l'on met dans la mise, ce sont les cartes de l'ante qui sont posées face retournée. Ainsi, lorsque certains pouvoirs sont à appliquer, eh bien, on va taper dans ces cartes pour avoir des cartes supplémentaires. Il peut arriver qu'on en ait plusieurs, donc se retrouver avec plusieurs cartes. Il ne faut en aucun cas avoir plus de 10 cartes. Donc, si à la fin du tour, quelqu'un a plus de 10 cartes, il doit obligatoirement en rendre à la pioche. Et donc, le tour va se dérouler comme ça. Je pense que le jeu des dragons est un jeu sympathique. C'est un jeu qui ressemble un petit peu au poker. C'est un jeu de bluff. Il y a une bonne part de chance. Mais c'est un jeu qui est plaisant, qui n'a malheureusement pas eu de vidéo et qui plaît à beaucoup de joueurs en définitive. C'est un jeu auquel on joue très souvent. L'éditeur a également fait 2 aides de jeu qui sont bien pratiques et qui détaillent de façon méthodique tout ce qu'il faut faire pour jouer. Je pense que le jeu est extrêmement limpide. Il méritait cependant peut-être d'avoir une petite vidéo comme celle-là pour expliciter de façon plus détaillée le jeu, mais ce n'est pas un jeu compliqué. Lorsqu'on va jouer avec les règles avancées, certains éléments vont également venir en ligne de compte. Ces éléments sont, par exemple, de se retrouver devant soi après avoir posé 3 cartes identiques. Imaginons que quelqu'un et poser 3 cartes avec des motifs de dragons identiques. Imaginons donc que ces dragons soient similaires à celui-ci, qui soit au nombre de 3. Et bien, à ce moment-là, celui qui a cette constitution de 3 cartes aurait ce que l'on appelle un brelan. Et bien, ce brelan lui donne certains avantages qu'hélas, tous les autres joueurs devront payer au prix fort, puisque les autres joueurs devront donner, lors d'un brelan, un certain nombre de pièces à celui qui va l'avoir présenté. Et ça, cela se fait en dehors de la mise qui est déposée au centre de la table. Voilà. Bon, à part ces éléments ces éléments supplémentaires, il faut donc comprendre dans ce jeu le jargon lié à ce jeu un peu spécial, qui est donc un jeu qui s'inscrit dans le cadre des jeux de Donjons et Dragons. Il faut savoir d'ailleurs que le jeu peut aussi s'adjoindre dans le cadre d'une partie de Donjons et Dragons en supplément, et c'est à cette destination qu'il a été fabriqué par ses auteurs. J'espère que, après cette petite vidéo explicative, qui n'aura peut-être pas permis de voir tous les éléments, vous aurez bien compris le jeu, avec tous ses particularismes, et que vous y jouerez souvent. C'est un jeu, on peut y jouer de 2 à 6 joueurs. Il est assez rapide, et il plaît à un ensemble de personnes, aussi jeunes que moins jeunes. Voilà. À une prochaine fois. Merci.